Et merci beaucoup. Bon, moi aussi, je suis très heureux d'être là. Donc, un grand merci à toi et à Laura de m'avoir convié à ce séminaire. Je suis aussi un peu impressionné de prendre la parole devant des gens qui travaillent de si près depuis si longtemps en Kant, puisque je ne suis pas moi-même spécialiste de Kant. Et je le dis tout de suite parce que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose comme des usages phénoménologiques de Kant. Et ce sera même encore plus restreint, puisque ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est qu'il est possible de faire un usage d'un texte très célèbre, très fondamental, bien sûr, de Kant, qui est le paragraphe 8 de l'esthétique transcendantale. Et c'est un texte qui est tout à fait central, mais qui, dans la tradition philosophique qui est la mienne, donc la tradition phénoménologique, semble avoir été négligé dans sa fonction structurante ou architectonique. Alors je prends directement ce texte. Alors, je vous ai distribué, je le dis pour ceux qui sont par Zoom, j'ai distribué un exemplier à ceux qui ont la chance d'être là, parce que je vais lire aussi un certain nombre de textes. Je prends au sérieux la forme séminaire et je voudrais qu'on s'appuie aussi sur un certain nombre de textes. Donc je prends ce texte de Kant qui est archi connu et je le lis. Notre mode d'intuition est appelé sensible parce qu'il n'est pas originaire, c'est-à-dire tel que l'objet de l'intuition soit donné par lui, mode qui, pour autant que nous pouvons en juger, ne peut convenir qu'à l'être suprême, mais il dépend de l'existence de l'objet, et par conséquent, il n'est possible qu'autant que la capacité représentative du sujet est affectée par l'objet. Ce mode d'intuition ne cesse pas d'appartenir à la sensibilité parce qu'il est dérivé, intuitus derivatus, et non originaire, intuitus originarius, et par conséquent, il n'est pas intuition intellectuelle, comme celle qui, d'après la raison que nous venons d'exposer, semble n'appartenir qu'à l'être suprême. Alors, c'est de ce texte que je voudrais, comme je le disais, faire un usage phénoménologique, même un double usage, qui va nous permettre d'interroger la phénoménologie dans deux directions. La première, en fait, elle sera prégnante dans l'exposé que je voudrais faire aujourd'hui, est une direction historique. C'est-à-dire que la thèse que je voudrais défendre, c'est que le type de rapport que les phénoménologues, contemporains ou non, et explicitement ou non, ont avec ce texte de Kant, est absolument structurant pour le champ phénoménologique. Et en ce sens, donc le premier usage de Kant que je voudrais vous présenter, vous proposer, et puis soumettre bien sûr à la discussion, c'est un usage cartographique, puisque ce paragraphe 8 de l'esthétique transcendantale jouera en quelque sorte le rôle de boussole pour nous orienter dans un champ dont j'essaierai de vous montrer qu'il est polarisé par 4 points cardinaux, que je nommerai ici, alors j'abat tout de suite mes cartes, si vous voulez, les 4 points cardinaux du champ phénoménologique. Ce sera ce que j'appellerai les phénoménologies du monde, les phénoménologies de l'événement, les phénoménologies de la vie et les phénoménologies de la nature. Voilà pour le premier usage. Deuxième usage, ce sera un usage qui sera, j'appellerai stratégique, qui ne sera pas au service d'une reconstruction, disons, de l'histoire de la phénoménologie ou d'un diagnostic sur la manière dont son champ est structuré actuellement. Ce sera un usage stratégique qui sera mis au service d'un projet, disons, plus général, un projet philosophique plus général, qui est d'abord fondé sur un constat. Le constat, c'est que la phénoménologie, qui s'est d'abord présentée, et il suffit de se reporter par exemple au principe des principes du paragraphe 24 d'IDL 1, ceux qui sont des lecteurs de Husserl, la phénoménologie qui s'est d'abord présentée comme une philosophie critique, c'est-à-dire comme une philosophie soucieuse, c'est minimal de critique, mais soucieuse de distinguer en philosophie ce qui relève de prétentions légitimes et ce qui relève de prétentions illégitimes. Donc cette phénoménologie qui s'est d'abord présentée comme une philosophie critique s'est peu à peu éloignée, à mon avis, non pas tant de la lettre du texte kantien, parce que qu'elle s'éloigne de la lettre du texte kantien, c'est absolument inévitable en raison de son axiomatique, je vais y revenir tout à l'heure, mais, et c'est plus grave pour moi, elle s'est éloignée de ce qu'on pourrait nommer son esprit, l'esprit kantien. En d'autres termes, la phénoménologie a abandonné l'esprit critique qui était le sien au départ. Alors ce constat, il n'est pas nouveau, puisque dès 1988, c'est celui qui avait formulé Dominique Janicot dans un texte très célèbre de l'histoire de la phénoménologie française, qui s'intitule « Le tournant théologique de la phénoménologie française ». Mais simplement, le fait est qu'après 35 ans de sépare de cette publication, il me semble que cette affaire du tournant théologique de la phénoménologie française n'est absolument pas réglée. Ne serait-ce que parce que, à la lumière des débats un peu enflammés que ce livre a suscité, la critique que développe Janicot dans ce livre me paraît confuse, partielle et finalement insuffisante dans ses fondements.
Alors, elle me paraît confuse, d'abord parce qu'elle consiste à traiter de la même manière des perspectives phénoménologiques que la boussole du paragraphe 8 de l'esthétique transcendantale que je vais vous proposer vont nous permettre de comprendre qu'elles sont extrêmement différentes. On ne peut pas mettre dans le même sac Jean-Luc Marion, Michel Henry, etc., comme si c'était tout un. C'est absolument pas le cas, c'est pas du tout la même logique phénoménologique qui préside à ces pensées. Cette critique me paraît aussi partielle parce que les critiques de Janicot portaient, alors faute de cette même boussole, c'est une sorte de couteau suisse finalement, sur certaines phénoménologies au détriment de certaines autres, et qu'elle laissait de côté un certain nombre de perspectives qui, à son époque même, étaient pourtant déjà en train de naître. Et je pense notamment à ce qu'il naissait déjà en termes de phénoménologie de la nature, chez des auteurs comme Patočka, qu'il n'avait peut-être pas vraiment lu parce que ce n'était pas nécessairement traduit, mais Dufresne, c'est évident. Donc, partiel. Et puis ça me semble aussi insuffisant dans ses fondements, cette perspective, parce que en utilisant l'adjectif très équivoque finalement de théologique, il a donné à son ouvrage l'allure d'un pamphlet, en tout cas c'est quelque chose qui a été reçu comme tel, un pamphlet un peu idéologique qui, à mon avis, recouvrait les profonds mouvements logiques et conceptuels qui, avant qu'on parle de Dieu en phénoménologie, et d'ailleurs de Dieu en différents sens, Dieu comme monde, Dieu comme événement, Dieu comme nature, Dieu comme vie, etc., avaient rendu possible cet enthousiasme phénoménologique que je voudrais moi aussi essayer de dénoncer. Alors d'où ce deuxième usage que je voudrais vous proposer, non pas cartographique, mais stratégique de Kant, que je vais nouer avec le premier, afin de poser la question comment effectuer, sur la base d'une relecture des différentes manières d'hériter en phénoménologie de ce paragraphe 8 de l'esthétique transcendantale, comment effectuer quelque chose comme un retour à Kant en phénoménologie, à sa critique de la Schwärmerei, donc l'enthousiasme, du dépassement de toutes les limites, ou pour parler avec le jeune Lévinas, comment faire en sorte de contourner cette rhétorique de l'évasion qui, à force de délimiter, de repousser, puis de prétendre traverser l'expérience, semble avoir envahi la phénoménologie elle-même. Ça, c'est le projet philosophique général. Et puis, au service de ce projet, je vais vous proposer quelque chose comme une cartographie du champ phénoménologique. Bref, comment faire de nouveau souffler en phénoménologie devant de la critique au sens ancien du terme. Alors, pour rentrer dans ces questions, je voudrais maintenant, pour des raisons de concision, mais aussi de méthode, je voudrais me référer un peu brutalement, un peu sans précaution, disons, à 4 textes, plus ou moins connus, de 4 phénoménologues qui appartiennent à différentes époques successives. Et ces textes me semblent représentatifs des 4 perspectives phénoménologiques distinctes que j'ai tenu à identifier. Merleau-Ponty pour ce que j'appelle la phénoménologie du monde, Jean-Luc Marion pour la phénoménologie de l'événement, Michel Henry pour la phénoménologie de la vie et Renaud Barbaras pour la phénoménologie de la nature, sachant que ce sont des points de repère et qu'à l'intérieur de ces catégories, on pourrait placer aussi d'autres auteurs, Lévinas pour la phénoménologie de l'événement, etc., etc. Alors je voudrais les lire tous un peu longuement, parce qu'ils vont constituer en fait l'ensemble des matériaux dans lesquels je vais aller puiser tout au long de cette présentation. Voilà. Alors le premier, c'est donc un texte de Merleau-Ponty, extrait de la phénoménologie de la perception, deuxième partie, chapitre 3, La chose et le monde naturel, et nous sommes, comme vous le savez, en 1945. Voilà ce qu'il écrit. Le système de l'expérience n'est pas déployé devant moi comme si j'étais Dieu, il est vécu par moi d'un certain point de vue, et je n'en suis pas le spectateur, j'y suis partie. Et c'est mon inhérence à un point de vue qui rend possible à la fois la finitude de ma perception et son ouverture au monde total comme horizon de toute perception. Le monde est une unité ouverte et indéfinie où je suis situé, comme Kant l'indique dans la dialectique transcendantale, mais comme il semble l'oublier dans l'analytique. Deuxième texte. Jean-Luc Marion, étant donné, nous sommes en 1997. Kant pose l'horizon en général comme la condition d'apparaître des phénomènes qu'il accueille et restreint à la fois. Ce qui signifie qu'avant toute percée phénoménale vers la visibilité, d'avance, l'horizon attend le premier. Et que chaque phénomène, en apparaissant, se borne en fait à actualiser une portion de l'horizon, autrement rester transparent ou vide. Quand surgit parfois ici une question, elle porte sur l'identité de cet horizon. Il ne faudrait pas ainsi en masquer une autre, plus simple et plus radicale. Certains phénomènes pourraient-ils déborder leur horizon? Voilà pour le deuxième texte. Troisième texte, Michel Henry, Incarnation, c'est le paragraphe 4, et nous sommes en 2000. Là, c'est le texte le plus long, je crois, parce que je suis particulièrement spécialiste de Michel Henry, mais c'est parce que je crois que c'est un texte très important à saisir dans son intégralité. La thèse réitérée de la critique de la raison pure, c'est que la formation phénoménologique du monde est à jamais incapable de poser par elle-même la réalité
qui constitue le contenu concret de ce monde. L'apparaître du monde est incapable de conférer l'existence à ce qu'il dévoile. Le dévoilement dévoile, découvre, ouvre, mais ne crée pas. Macht nicht öffnet. L'étant, ce qui est, se donne dans son dévoilement même comme indépendant du pouvoir qui le dévoile, comme antérieur à lui. Le il y a, le il est, ne peut dire ce qui est, ce que il y a, et cela parce qu'il n'est jamais en mesure de le poser dans l'existence. Comment ne pas apercevoir, dit Michel Henry, qu'une telle situation met gravement en cause le principe fondamental de la phénoménologie. Selon celui-ci, en effet, c'est la phénoménalité qui délivre l'être. C'est d'apparaître, et pour autant seulement que l'apparaître apparaît, que quoi que ce soit est susceptible d'être. En cela consiste la préséance de la phénoménologie sur l'ontologie. Cette préséance est rompue dans le cas de l'apparaître du monde, s'il est vrai que celui-ci est impuissant à poser dans l'être ce à quoi il donne d'apparaître. Ici, le principe autant d'apparaître, autant d'être n'est pas seulement mis en cause, il est proprement renversé. C'est cet extraordinaire paradoxe qu'il faut regarder en face. Dernier petit passage, la vie porte en elle l'agir primitif, le procès éternel en lequel la vie ne cesse de s'engendrer elle-même. En tant qu'autorévélation de cet agir, elle est l'hyperagir qui conduit l'agir lui-même dans l'effectivité. Quatrième et dernier texte, Renaud Barbaras, alors c'est extrait de deux ouvrages mais qui se répondent, Métaphysique du sentiment et Dynamique de la manifestation, c'est respectivement 2016 et 2013. Le monde est, selon nous, beaucoup plus que l'horizon. Autrement dit, le monde ne doit pas être pensé d'emblée téléologiquement comme fond de et pour l'apparaître, mais bien au contraire, comme une puissance sauvage et éminemment positive, comme une surpuissance. La puissance du monde est surpuissance, c'est-à-dire puissance de faire être. Et nous nous distinguons du mouvement du monde par ceci que nous ne faisons rien être. Notre limitation s'exprime dans le fait que nous ne sommes que mouvement, alors que le monde est puissance ontogénétique. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur ces quatre textes qui sont quatre critiques de Kant, et je voudrais essayer d'en dégager la logique de ces textes de manière pour le moment assez statique. Bon, la première chose à noter, c'est que ces quatre critiques phénoménologiques de Kant reviennent toutes à reprocher à Kant d'avoir limité notre accès à un certain type d'infini, et donc d'avoir manqué, mal compris le rapport entre le fini et l'infini. Mais il faut aussi remarquer que ces critiques, qui ont ça de commun, ne se déploient pas exactement dans le même espace. Elles mettent en réalité en scène un double réseau d'opposition, ou deux stratégies opposées de dépassement des supposées limites du kantisme, deux stratégies qui elles-mêmes donnent lieu à deux positions antagonistes. Alors, c'est un peu compliqué dans la structuration de la phrase, je vais vous montrer qu'il y a en fait deux axes, et qu'au sein de ces deux axes critiques, il y a deux pôles à l'intérieur de ces axes. La première stratégie, c'est celle que je voudrais nommer stratégie de dépassement, donc du kantisme épistémique. Et le choix de ce terme s'expliquera un petit peu plus tard. Ce dépassement épistémique consiste à reprocher à Kant de n'avoir pas pleinement admis dans le champ de la connaissance, et en fait d'abord dans le champ de la perception, la réalité phénoménologique d'un certain type d'infini. Premier type d'infini, un infini horizontal, c'est ce qu'on voit dans le premier texte, celui de Merleau-Ponty, que Kant aurait, alors évidemment la formule de Merleau-Ponty est un peu étrange, mais qu'il aurait inventé dans la dialectique transcendantale, puis oublié dans l'analytique, comme chacun sait, l'analytique vient avant la dialectique. Donc un certain type d'infini que Kant a inventé dans la dialectique transcendantale, mais qu'il aurait à tort réduit à une simple idée régulatrice, c'est l'horizon, plutôt que d'y reconnaître le mode d'être du monde lui-même, sous la condition duquel nous nous rapportons à des choses qui, dans la mesure où nous nous y rapportons sous l'horizon, n'ont pas le mode d'être de l'objectivité, en effet, que Kant détermine comme étant l'objectivité dans l'analytique. Donc ça, c'est le premier infini qu'épistémiquement Kant aurait manqué. Et puis deuxième infini, c'est davantage le texte de Marion, un infini positif ou actuel, dont le propre serait justement de déborder ce monde comme horizon, donc cet horizon du monde, et que la phénoménologie merleau-pontienne a cet horizon érigé en condition transcendantale de tout appareil. C'est un infini, disons, extra-horizontal, un infini qui est au-delà de l'horizon, et qui prend chez Marion, et en fait chez d'autres, je vais y revenir, le nom d'événement. D'un côté, Kant a manqué le monde, il a inventé l'horizon, il en a fait une idée régulatrice, il n'y a pas vu ce qu'il aurait dû y voir, c'est-à-dire le mode d'être du monde lui-même, et de l'autre côté, un infini
extra-horizontal, un infini positif, qui n'est pas un horizon, et qui vient déborder l'horizon. Ça, c'est pour la première stratégie de critique. Deuxième stratégie de critique, on trouve dans les deux textes suivants, celui de Michel Henry et celui de Renaud Barbaras. Autre stratégie de critique que je vais nommer stratégie, un peu faute de mieux, ontogénétique, je reprends le terme qu'utilise Renaud Barbaras, qui va repartir du concept de... Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la salle. Voilà. Stratégie ontogénétique qui va repartir du concept de monde comme horizon, comme infini horizontal, mais qui va lui adresser un autre reproche que le reproche que lui adresse Marion. Non pas de limiter dans le champ de la connaissance le type de réalité auquel nous pourrions avoir accès sous sa condition ou au-delà de sa condition, la chose ou l'événement, mais d'avoir rendu impossible de comprendre l'apparaître selon sa puissance, et autrement que comme le dévoilement d'une réalité qui lui préexisterait. D'où l'appel chez Henry, alors contre Kant explicitement, l'appel chez Henry, mais aussi comme chez Barbaras, à un apparaître qui, en écho, cette fois il me semble évident, à la distinction kantienne dont on est parti, intuitus derivatus, intuitus originarius, un apparaître qui ne se contenterait plus de dévoiler ce qui est déjà, mais qui serait capable de le faire être ou de l'engendrer. Mais de nouveau, selon deux voies non seulement distinctes, mais bien opposées. Vous voyez, le deuxième axe lui-même se polarise en deux oppositions. Deux oppositions liées à l'instance qu'on va charger de porter cet apparaître doté de puissance. La vie subjective chez Michel Henry, c'est la vie qui s'auto-engendre par opposition au monde qui lui n'engendre rien. Ou le monde lui-même chez Renaud Barbaras, mais un monde qui n'est justement plus l'horizon, mais qui prend le visage d'une physis, d'une nature dotée de ce pouvoir d'engendrement des états. Une phénoménologie de la vie, de l'agir vivant d'un côté, phénoménologie de la physis de l'autre. Alors, de ce premier repérage, si vous voulez, de ce champ phénoménologique, je voudrais tirer une première conclusion. Si le paragraphe 8 de l'esthétique transcendantale constitue, je reprends ma métaphore, une boussole pour l'exploration du champ phénoménologique, c'est que c'est bien la tentative de transgresser l'opposition du fini et de l'infini, ou du dérivé réceptif et de l'originaire productif, que Kant y a institué. C'est donc bien la volonté de transgresser ce paragraphe 8 qui se trouve au principe de cette quadruple polarisation du champ phénoménologique. Et cette transgression, elle s'opère de quatre manières différentes, selon le plan sur lequel elle se déploie, le plan épistémique de la connaissance, ou le plan ontogénétique de la puissance. Et cette transgression varie aussi en fonction du type d'infini considéré, l'infini comme condition horizontale du dévoilement des étangs, ou l'infini comme condition ontogénétique, ou non, de leur engendrement. Bon. Alors, sur la base de ces constats, se pose, me semble-t-il, une double question. D'une part, pourquoi l'histoire de la phénoménologie a-t-elle été à ce point en fait, déterminée par ces différentes manières de traiter la duplicité kantienne du fini et de l'infini, ou du dérivé et de l'origine? Pourquoi est-ce que ça a été si déterminant pour la phénoménologie? En quoi y était-elle, pour ainsi dire, condamnée en tant que phénoménologie? Et en quoi, ce faisant, cette structuration du champ phénoménologique en quatre pôles que j'ai indiqué n'est pas, disons, une sorte d'accident historique, mais quelque chose comme la conséquence nécessaire, on va mettre trop de poids sur la nécessité, mais enfin, la conséquence logique, disons, de ce qui se déployait à travers cette histoire, et du rapport, ou quelque chose comme un rapport initial et fondamental que la phénoménologie, dès ses débuts, a entretenu avec ce que Kant dit dans le paragraphe 8 de l'esthétique transcendantale. C'est ma première question. Et puis ma deuxième question, dans quelle mesure le fait de revenir à ce rapport initial, au rapport que la phénoménologie a entretenu avec cette distinction ancienne, ne nous permettrait-il pas d'infléchir cette histoire, ça c'est le moment un peu grandiloquent de l'exposer, et ce faisant de conjurer en quelque sorte a priori un certain nombre de conséquences délétères au sein même de la phénoménologie contemporaine. Alors, pour répondre à la première question, donc pourquoi est-ce que la phénoménologie s'est même implicitement positionnée ou a été structurée par le rapport qu'elle a entretenu à cette question kantienne par la fuite de l'esthétique transcendantale? Je voudrais vous proposer un retour en deçà des quatre phénoménologies que j'ai jusqu'ici distinguées, plutôt à leur racine commune, à savoir la phénoménologie husserlienne, un petit peu heideggerienne aussi, mais on ne va pas trop y insister, et revenir à la manière évidemment paradoxale dont ces phénoménologies héritent elles-mêmes du kantisme. Alors je vais dire ici des choses extrêmement simples, schématiques, mais comme je vais en avoir besoin, je prends quand même le temps de les reformuler. Comme vous le savez peut-être, la phénoménologie a un axiome
Et cet axiome, c'est celui de ce qu'on appelle, que Husserl l'appelle, l'a priori de la corrélation ou l'a priori corrélationnel. Et cet axiome, il énonce la chose suivante. Le problème de la connaissance, et c'est un problème que Husserl en 1907 nomme l'énigme de la transcendance, le problème de la connaissance, c'est l'énigme de la transcendance, et ce problème, c'est tout simplement la possibilité pour un vécu subjectif d'atteindre en lui-même un étant tel qu'il est, et dans la manière même dont il apparaît comme étant extérieur, comme étant transcendant. C'est ça l'énigme de la transcendance. Comment est-ce que, à l'intérieur d'un vécu subjectif, je peux atteindre quelque chose qui est à l'extérieur ontologiquement de ce vécu subjectif. Donc ce problème de la connaissance, ou l'énigme de la transcendance, ne peut être résolu, c'est ça la thèse de Husserl, que si nous admettons, cet a priori corrélationnel qui décrit de la manière suivante, que si nous admettons un lien a priori réglé entre phénomène de connaissance et objet de connaissance, c'est la formulation d'idée de la phénoménologie, entre l'apparaissant déterminé en tant qu'unité et les multiplicités infinies déterminées des apparitions, c'est la version idéale 1, et, ou encore une autre version, c'est le vocabulaire de la crisis, pour ceux qui passeront la version l'année prochaine, l'articulation a priori ou l'a priori corrélationnelle entre l'objet d'expérience et ses modes de données. Comme on résout le problème de l'unité de la transcendance, on dit qu'il n'y a justement pas de problème, puisque précisément il y a une corrélation a priori entre un vécu subjectif et un certain type d'objet. Or, deuxième point, dans cet axiome se trouve déjà enveloppé ce que j'appelle à l'instant un rapport initial au kantisme, et plus précisément au concept kantien de phénomène, tel que le paragraphe 8 de l'esthétique transcendantale, pas dans le passage que j'ai lu, un peu avant, l'établit. Alors là aussi c'est une chose très connue, mais j'y reviens quand même. Contre l'essentiel de la tradition philosophique antérieure, Kant propose de ne plus considérer le phénomène comme une apparence, Schein, qui soit voilerait, tradition plutôt platonicienne, soit exprimerait, tradition plutôt leibnizienne, une essence qui serait située au fondement de sa propre apparition et qui se tiendrait au-delà d'elle, et auquel du coup le sujet devrait se ménager un accès non phénoménologique, non phénoménal, typiquement par la pensée. Non, le phénomène n'est pas de ce type. Le phénomène n'est pas de ce type-là. Le phénomène sera conçu comme une apparition, Erscheinung, rapportée à des conditions portées par la subjectivité, qui sera dès lors qualifiée de transcendantale, à laquelle ce phénomène apparaît. D'où une double conséquence chez Kant. Première conséquence, tout apparaître sera désormais un m'apparaître. C'est ce que dit Heidegger dans le Ciel, il dit pour les Grecs les choses apparaissent, pour Kant les choses m'apparaissent. Tout apparaître est un m'apparaître, c'est-à-dire que l'apparaître reçoit quelque chose comme un destinataire. Et d'autre part, deuxième conséquence chez Kant, ce qui m'apparaît ainsi n'est pas ce que l'être est en lui-même, mais ce qu'il est justement pour moi en tant qu'il apparaît sous ces conditions que je porte. Un être dans le phénomène, par conséquent, par opposition à un être en soi, qui, pour sa part, est dit corrélatif d'un hypothétique autre mode d'intuition, on pourrait dire dans un langage phénoménologique, d'un autre mode d'apparaître, dont nous serions, en tout cas, nous, a priori et définitivement séparés. C'est la deuxième conséquence de cette détermination, nouvelle détermination du concept de phénomène. Alors, par rapport à cette réinvention kantienne du concept de phénomène, la phénoménologie, en raison de cet axiome de l'a priori corrélationnel, se situe, à mon avis, de manière très contrastée. En premier lieu, elle consiste bien à assumer cette redétermination du concept de phénomène, et même à assumer pour l'essentiel la première conséquence qu'en tire Kant. Toute conscience est conscience de quelque chose, mais tout quelque chose n'est ce qu'il est que sous la condition d'une conscience au moins possible, qui constitue à cet égard son destinataire. Tout apparaître est bien un apparaître. Seulement, et ça aussi c'est très connu, c'est la deuxième conséquence qu'en tire Kant, qui se trouve rejetée, loin de convertir la chose en soi en chose dans le phénomène, l'apparaître subjectif, celui que je vis, sera immédiatement saisi comme celui de la chose en soi. De telle sorte que le m'apparaître, et ce sera ça la solution à l'énigme de la transcendance, le m'apparaître se doit d'être reconnu comme la condition absolument universelle de la manifestation de tout être en soi. L'être en soi de la chose, c'est son m'apparaître. C'est ça la thèse de l'a priori corrélation. Or, ce rejet phénoménologique, du coup, de ce que je nommerais ici la duplicité kantienne de l'apparaissant, donc de la duplicité entre la chose dans le phénomène et la chose en soi, suppose par définition pour la phénoménologie de rejeter,
en fait, de rejeter d'abord ce qu'on pourrait nommer la duplicité de l'apparaître lui-même chez Kant, c'est-à-dire la duplicité entre un apparaître fini et relativisant, qui est celui dont nous sommes supposés et disposés pour Kant, et qui convertit l'être en soi en chose en être en nous, et un apparaître infini ou absolu, qui serait celui de la chose en soi, mais dont nous ne disposerions pas. Et c'est la raison pour laquelle, dès l'idée de la phénoménologie, mais en fait de manière plus résolue au paragraphe 43 d'IDN 1, je vous ai mis le texte, et il faut retourner le papier, Husserl dénonce de manière très virulente, très méchante, très brutale, la distinction que Kant fait dans ce paragraphe 8 de l'esthétique transcendantale. Je prends le texte, c'est texte 6. C'est une erreur principielle de croire que la perception est à sa manière toute intuition de choses matérielles d'un autre type, pas simplement la perception, l'imagination, le sourire, ça fonctionne aussi. En tout cas, c'est une erreur principielle de croire que cela n'atteint pas la chose elle-même, que celle-ci, la chose, serait en soi et ne nous serait pas donnée dans son être en soi. Serait d'un côté en elle-même et elle ne serait pas donnée dans son être en elle-même. Qu'appartiendrait à tout étant par principe de le percevoir dans une intuition adéquate qui le donne lui-même en chair et en os, sans aucune médiation par des apparitions, et qu'à contrario, Dieu, sujet d'une connaissance absolument parfaite, posséderait naturellement la perception de la chose en soi en elle-même, interdite aux êtres finis que nous sommes. Ça, c'est vraiment le paragraphe 8 de l'esthétique transcendantale. Et Husserl conclut, cette manière de voir est absurde. Absurde. Alors, comment comprendre cette critique de la distinction kantienne, de la distinction de l'opposition du fini et de l'infini, par rapport aux 4 types de critiques que j'ai pu circonscrire. Donc, je suis parti de 4 types de critiques, Merleau-Ponty, Marion, Henri et Barbaras, et là on trouve une autre forme de critique chez Husserl, qui me semble être séminale par rapport au reste, et que je voudrais essayer de circonscrire. D'abord, la première remarque, c'est qu'on pourrait être tenté de reprocher à ce texte de Husserl d'incarner à la perfection la fermeraille phénoménologique que je dénonçais moi-même plus haut, en disant mais en fait le philosophe se prend pour Dieu. Et c'est notamment ce que fait Hans Blumenberg dans sa description de l'homme, lorsqu'il souligne que là où l'immense mérite de Kant ça avait été justement de mettre fin à cette espèce de congruence ou d'ambiguïté entre connaissance humaine et connaissance divine, la possibilité que l'une participe de l'autre, etc. La phénoménologie, au contraire, aurait rétabli, là je cite Blumenberg, le voisinage entre Dieu et le phénoménologue, voire finalement l'identité pure et simple entre le point de vue de l'homme et le point de vue de Dieu, identité qui s'incarnerait dans le phénoménologue vivant. Alors je pense que cette critique est là aussi, cette manière de voir est complètement absurde, la manière de voir de Blumenberg. Je ne pense pas du tout que ce soit comme ça qu'il faille lire Husserl. À mon avis, la position de Husserl est tout autre. Je crois qu'il n'a jamais été question de Husserl. Alors par exemple, dans les passages fameux du Canonique, d'IDN 1, où il dit, au fond, si Dieu doit percevoir, il doit aussi percevoir depuis un certain point de vue de l'espace, ce qui signifie qu'il doit aussi avoir un corps, enfin, etc. En gros, il doit être comme nous, c'est comme ça qu'on a envie de dire ça. Même dans ces passages un peu vertigineux d'un point de vue philosophique, je crois qu'il n'a jamais été question pour Husserl de dire que nous percevons comme Dieu ou que Dieu perçoit comme nous, c'est-à-dire d'infinitiser notre intuition finie, ou de finitiser l'intuition infinie de Dieu. Il me semble que ce que veut faire Husserl, et c'est extrêmement différent, c'est neutraliser la différence du fini et de l'infini, et rejeter l'idée que la réalité, si elle doit être ce qu'elle est, et pour un phénoménologue, la réalité, elle est ce qu'elle est, rejeter l'idée que la réalité puisse être relative à et mesurée à l'aune de la constitution spécifique d'un type de sujet. Alors là, on est dans l'au-delà de la révolution copernicienne, dans un certain sens, dans ce sens-là. Voilà, l'idée que la réalité ne peut pas être relative à la constitution spécifique d'un sujet, Dieu, l'homme ou autre chose. La thèse donc qui me semble enveloppée dans l'a priori corrélationnelle, c'est que il ne s'agit pas du tout de passer du fini à l'infini, de finitiser le fini, etc. C'est qu'il est nécessaire de neutraliser la différence du fini et de l'infini dans l'intuition, si nous voulons comprendre pourquoi nous nous rapportons toujours au réel tel qu'il est. Rapporte au réel tel qu'il est, parce que le réel n'est pas dépendant de la manière dont on fait l'intuition. Or, c'est sur ce point que je voudrais défendre deux thèses, disons, qui sont indissociablement historiques et philosophiques. La première, c'est que c'est pour n'avoir pas assumé le principe de cette neutralisation. C'est-à-dire pour avoir cru que la tâche de la phénoménologie consistait non pas à neutraliser, mais à réarticuler les termes de la différence du fini et de l'infini que Kant nous avait appris à tenir l'un à l'écart de l'autre, que la phénoménologie n'a pu que s'engouffrer dans
la double voie de ce que j'ai indiqué être un dépassement épistémique et ontogénétique du kantisme. Deuxième thèse que je voudrais défendre, c'est que la racine de cette mécompréhension de la tâche de la phénoménologie tient, je pense, à la manière dont Husserl lui-même avait laissé cette neutralisation en quelque sorte inaboutie, ou ne l'avait accomplie que de manière partielle, c'est-à-dire sur le plan de la connaissance, sur un plan épistémique, et pas du tout sur le plan ontogénétique de la puissance. Alors, pour essayer de défendre ces deux thèses, je voudrais revenir un instant à la critique que Henri, mais en fait Barbaras fait la même, adresse au traitement phénoménologique traditionnel de l'apparaître ou du phénomène. L'apparaître ou le phénomène, traditionnellement dit Henri, est, je recite le passage qu'on a lu tout à l'heure, incapable de conférer l'existence à ce qu'il dévoile. Le dévoilement dévoile, découvre, ouvre, mais ne crée pas. Terme de simple perception. Au fond, le problème de l'apparaître au sens traditionnel, c'est que quand je perçois ma montre, en fait, je dévoile, j'ai accès, je la fais venir dans la lumière, selon le vocabulaire qu'on voudra mobiliser, mais je ne la crée pas. Je ne fais que dévoiler quelque chose qui était déjà là. Et c'est ça le problème, dit Henri, de l'apparaître. Alors, je crois que cette critique, il est tout à fait important d'y faire droit, et de montrer qu'elle touche effectivement les phénoménologies de Husserl et de Heidegger. Je donne que quelques pistes ou quelques petits points de repère. Première piste, c'est ce que Husserl dit de l'usage de concept de constitution, puisque, comme ce concept par cœur, la constitution, c'est l'une des manières dont Husserl formule, décrit la façon dont justement le phénomène donne l'être, donne la chose telle qu'elle. Alors, l'usage du concept de constitution au moment des recherches logiques, c'est-à-dire, c'est pas le tout premier Husserl, mais c'est le premier Husserl, dans une lettre qu'il adresse à Hawking le 25 janvier 1903. Et c'est une lettre assez fameuse que Dominique Pradel, que vous connaissez tous ici, a, dans plusieurs de ses travaux, donc il a plusieurs travaux souligné vraiment l'importance, je crois qu'il a entièrement raison. Husserl écrit la chose suivante, l'expression qui, alors dans les recherches logiques, revient tant de fois que des objets se constituent dans un acte, c'est-à-dire en fait dans un phénomène. Cette expression signifie toujours la propriété que possède l'acte de rendre représentable l'objet. Il ne s'agit pas de constituer au sens propre, dit Husserl. Par constituer au sens propre, il faut justement comprendre ça. Il ne s'agit pas de donner l'être à la chose. Il s'agit de rendre représentable, c'est-à-dire présent dans un vécu pour un vécu subjectif, quelque chose qui doit son être à autre chose, ou en tout cas qui ne doit pas son être à l'acte de représentation. Pas l'acte de représentation qui donne son être à la chose. Deuxième petite piste, Heidegger, le livre Kant et la problème de la métaphysique, où Heidegger hérite à son tour, alors selon de toute autre stratégie que Husserl évidemment, mais hérite à son tour du concept kantien d'imagination productrice, et qui, prenant au sérieux ce concept de production, en quel sens l'imagination productrice, pas celle reproductrice, mais productrice chez Kant produit quelque chose, et Heidegger insiste en disant celle-ci n'est aucunement créatrice dans l'ordre ontique. Ce n'est pas l'imagination qui produit les temps imaginés, ça ce serait une production ontique, elle est productrice d'un point de vue ontologique, ce qui veut dire en fait pour Heidegger qu'elle est configuratrice de quoi ? Elle est configuratrice de la réception de la chose. L'imagination produit un certain type de configuration, de modalité de réception de la chose, mais ne produit pas l'être même de la chose. Or, si c'est le cas, je veux dire, si finalement la phénoménologie de Husserl et de Heidegger, malgré le fait qu'à aucun moment ils reprennent la doctrine kantienne de la chose en soi qui s'oppose au phénomène, si c'est le cas, si malgré tout le phénomène ne donne pas l'être chez eux, alors force est de constater qu'ils s'engagent tous les deux, et ils vont engager la phénoménologie, dans un projet qui en fait est extrêmement contradictoire d'un point de vue kantien. Pourquoi il est contradictoire ? Parce que ça va consister à tenter de contourner, pour faire de l'apparaître subjectif, l'apparaître de la chose en soi, tenter de contourner la distinction kantienne entre intuition finie et intuition infinie, et dire que cette distinction est absurde, comme le fait Husserl, tout en conservant ce qui, de cet apparaître, chez Kant, constitue justement la marque et le fondement de son caractère fini, c'est-à-dire la dimension réceptive, par opposition à la productivité ou à la puissance qu'implique pour Kant son infinité. Donc,
à la fois dépasser, infinitiser le fini pour atteindre la chose en soi, et en même temps garder à l'apparaître ainsi envisagé, ce qui pour Kant marque, signe définitivement sa finitude, c'est-à-dire le fait qu'il soit réceptif et non pas productif. Voilà la contradiction, si vous voulez, du projet phénoménologique initial. Or, c'est à cette contradiction qu'a été tenue, je pense, la phénoménologie historique, d'où, à mon avis, le bien fondé des critiques de Henri et de Barbaras, qui reprochent justement à la phénoménologie d'avoir été une doctrine de l'impuissance de l'apparaître, c'est-à-dire de l'incapacité de l'apparaître à faire être ce qu'il fait apparaître. Et c'est cela aussi qui, sur un plan épistémique, c'est ce que je voudrais essayer de montrer dans un instant, a conduit la phénoménologie à osciller en permanence entre phénoménologie du monde et phénoménologie de l'événement. C'est d'avoir été travaillé par cette contradiction interne. Alors, je dis deux mots là-dessus. Pourquoi est-ce que, donc vous voyez, j'espère que vous suivez mon raisonnement, l'idée est que la phénoménologie est rentrée dans un projet contradictoire qui consiste à tenter de neutraliser la différence, enfin de dépasser la finitude de l'intuition en direction de l'infini pour atteindre la chose en soi, et à conserver la finitude de l'apparaître sous la forme de sa réceptivité. Alors pourquoi est-ce que cette situation nous conduit à cette oscillation entre phénoménologie du monde et phénoménologie de l'événement? D'une part parce que pourrait devenir d'autre la dimension infinie de l'intuition kantienne dès lors qu'on lui aurait retiré la productivité que Kant lui attribuait, si ce n'est, et on le voit en fait clairement dans le texte de Merleau-Ponty, la seule figure que Kant pouvait lui-même lui reconnaître sur le fondement de la finitude de l'intuition, à savoir l'infini d'horizon. Pour Kant, le seul infini auquel il nous soit donné d'accéder, c'est l'infini depuis la finitude, et l'infini depuis la finitude, c'est ce qu'on appelle justement l'horizon. Et c'est bien à cet infini horizontal que la phénoménologie n'aura plus qu'à attribuer un statut déterminant et non pas régulateur pour se transformer dans ce que j'ai appelé une phénoménologie du monde, ce monde pouvant, selon la phénoménologue, prendre différents visages, le monde perçu chez Merleau-Ponty, le monde pratique chez Heidegger, sous la forme du monde ambiant, etc. Vous voyez, comment est-ce qu'on conquiert le monde en phénoménologie en tentant de récupérer quelque chose de l'infini kantien, tout en ne pouvant pas faire autre chose que d'en faire un infini de la réceptivité. Et un infini de la réceptivité, Kant nous dit ce que c'est un infini d'horizon. Et l'infini d'horizon en phénoménologie, qu'est-ce que c'est? C'est le monde. Donc l'idée d'une phénoménologie du monde. Mais précisément, deuxième temps, comme le suggère Marion, la question d'identité de ce monde horizontal, alors est-ce que c'est le monde perçu, est-ce que c'est le monde pratique, est-ce que c'est encore autre chose, ne pouvait pas ne pas en susciter une autre, et presque comme une sorte de scrupule par rapport à cet usage du mauvais infini. L'infini horizontal sur le mauvais infini, c'est l'infini qui recule, etc., etc. Donc ne pouvait pas ne pas susciter une autre question, une question de scrupule, et cette question, c'était celle du possible excès sur l'horizon d'un autre infini qui serait enfin rendu à sa positivité ou à son actualité, qui déborderait en quelque sorte cet horizon, dans la mesure même où il commencerait par le saturer. Et cet infini qui déborde l'horizon parce qu'il le sature, c'est presque, il faut se représenter ça spatialement, vous avez quelque chose d'un peu vide, et puis il y a de l'eau qui rentre jusqu'à saturer le champ, et puis une fois que c'est saturé, ça déborde. Et cet infini, c'est justement ce qui, dans la phénoménologie plus contemporaine, prend le nom d'événement. Seulement, cette figure de l'infini, donc cette figure de l'événement, loin de rompre avec l'improductivité de l'apparaître, loin de permettre à la phénoménologie de rompre avec son impuissance, ne fait, à mon sens, que l'y reconduire. Car cet infini qui fait effraction, qui vient trouer dans un excès l'infinité potentielle de l'horizon, n'est en fait lui-même infini qu'à la lumière de sa réception. C'est encore un infini de réception. C'est pour autant que l'apparaître du monde n'est pas en mesure de structurer a priori la réception de l'événement qui apparaît en lui, que cet événement soit le visage d'autrui, l'œuvre d'art, Dieu, tout ce que vous voulez, etc. C'est parce que cet horizon ne permet pas de structurer a priori la réception de ce genre de choses que l'infinité de l'événement se trouve reçue d'ailleurs de l'horizon, mais reçu quand même, et de telle sorte que le sujet lui-même, la subjectivité elle-même, est dit sans recevoir, d'une passivité plus passive que toute passivité, selon la formule de Lévinas. Vous voyez, on conserve en fait le même schéma, le sujet se contente de recevoir quelque chose qui lui est donné d'ailleurs. Tout se passe donc comme si, dans sa tentative de
transgresser cette duplicité kantienne de l'apparaître entre intuition finie et intuition infinie. La phénoménologie, qu'elle soit phénoménologie du monde ou phénoménologie de l'événement, avait continué à faire fond sur cette duplicité kantienne en assumant deux dogmes, je appellerai les dogmes de la phénoménologie, deux dogmes qui chez Kant ne caractérisaient que sa finitude. Tenter d'infinitiser l'apparaître tout en conservant les deux dogmes de la finitude de l'apparaître, tels que Kant les avait formulés. Premier dogme, on l'a dit, je résume, l'apparaître se contente de rendre manifeste et susceptible d'être reçu ou intuitionné ce qui est caractérisé comme un apparaissant, mais pas de le faire être. L'apparaître dévoile, mais ne crée pas. Deuxième dogme, tout type de réinjection de l'infini dans l'apparaître ne peut alors consister qu'à infinitiser la réceptivité. Infinitiser la réceptivité sous cette double forme, l'infinitiser sous la forme de l'horizon, l'infinitiser sous la forme de l'événement. D'où l'alternative à laquelle se trouve confronté ce type de phénoménologie, ou bien préserver ces dogmes, toute phénoménologie, ou bien préserver ces dogmes, préserver les deux dogmes de l'impuissance de l'apparaître, et se condamner à l'oscillation perpétuelle entre phénoménologie du monde et phénoménologie de l'événement. Sans doute en passant l'oscillation perpétuelle entre l'un et l'autre, ça a un nom, ça s'appelle l'herméneutique, fermeture de parenthèse, ou entreprendre une mise en cause de ces deux dogmes fondamentaux et tenter de se saisir d'une manière proprement phénoménologique de la puissance de l'apparaître, c'est-à-dire de la capacité de l'apparaître à faire être ce qui apparaît, et donc à rentrer dans une transgression qui sera plus épistémique, qui sera plus une transgression au niveau de la connaissance, au niveau de la perception, mais qui sera une transgression proprement ontologique, ou ce que Barbara s'appelle ontogénétique. Alors, bien sûr, vous voyez, on retombe sur nos pieds, c'est exactement ce que met en scène le deuxième axe que j'ai pu distinguer du premier, donc celui des phénoménologies de la vie et de la nature, en tant justement que ces deux phénoménologies nous engagent à une lecture tout à fait différente, et à mon avis beaucoup plus radicale du paragraphe 8 de l'esthétique transcendantale. Alors, plus radicale pourquoi? Parce que, justement, dans le paragraphe 8 tel qu'on l'a lu, ce n'est pas du tout la question de savoir si l'intuition intuitionne la chose en soi ou la chose dans le phénomène qui fonde la distinction du fini et de l'infini. Au fond, c'est une simple, là je parle sous le contrôle des anciens spécialistes, ils me diront si je me trompe. Ce qui est fondamental pour Kant, ce qui fonde tout le reste, c'est la distinction entre l'intuition réceptive et l'intuition productrice. Que l'intuition réceptive, du coup, récupère que la chose dans le phénomène et que l'intuition productrice récupère la chose en soi, c'est vrai, mais en un sens, c'est une conséquence de cette distinction première entre réceptivité et productivité. Et donc, prendre la distinction kantienne du fini et de l'infini sous cet angle, réception ou production, c'est beaucoup plus radical, beaucoup plus fidèle aussi au paragraphe 8 de l'esthétique transcendantale que de poser simplement la question de savoir si l'apparaître est lié de la chose en soi ou la chose dans le phénomène. D'où, en effet, l'appel, sur le fondement donc, de leur critique de l'impuissance de l'apparaître, chez Henri comme chez Barbaras, à prendre à la lettre, en quelque sorte, l'intuitus originarius kantien, chez Henri sous la forme d'un autre mode d'apparaître que celui indigent du monde, et ce sera l'apparaître de la vie subjective qui sera doué de cette puissance ontogénétique. Henri passant son temps à dire que, alors que sous la condition du monde, les choses apparaissent comme n'étant pas engendrées par cet apparaître-là, dans l'apparaître vivant, tel que je l'éprouve dans ma propre vie ou dans ma propre chair, la vie engendre le vivant, fait être le vivant. Donc l'intuitus originarius kantien se trouve réintériorisé en quelque sorte dans la vie chez les chez Barbaras, sous la forme d'un apparaître qui est celui du monde, mais comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas celui du monde comme horizon, mais qui est celui du monde comme physis, dans laquelle les étangs peuvent s'engendrer. Alors, je voudrais finir en essayant de faire un tout petit pas de plus. Donc je parlais plus haut des 4 points cardinaux du champ phénoménologique, et c'est vrai que, en fonction de la lecture que je vous ai proposée, ce champ phénoménologique se trouve quadruplement polarisé selon ces deux axes. L'axe des phénoménologies de l'impuissance de l'apparaître, et lui-même il est polarisé entre phénoménologie du monde et phénoménologie de l'événement, et l'axe des phénoménologies des puissances de l'apparaître, lui-même qui est polarisé selon l'instance, la vie subjective ou le monde, qu'on charge de porter cette puissance ontogénétique. Alors, il y a peut-être d'autres types de phénoménologie qu'il faudrait, mais
je ne vois pas de type de phénoménologie qu'on ne puisse pas ramener à l'un de ces 4 types. Si vous en voyez, vous me direz, et puis j'essaierai de travailler pour les y intégrer. Au contraire, je dirais non, il y a complètement autre chose. Alors la question qui se pose pour un phénoménologue contemporain, enfin au sens un phénoménologue qui vit maintenant, c'est la suivante. Est-ce que, une fois qu'on a atteint ce quadrillage, on doit simplement choisir notre camp? C'est toujours possible, en disant, moi je suis pour les phénoménologies du monde, moi pour ceux de l'événement, moi, etc., etc. Et on peut toujours en discuter, et bien entendu, tout choix est légitime, et il y a sans doute des arguments pro et contra dans tous les sens. C'est sûr. Moi, ce que je voudrais essayer de suggérer, c'est qu'il y a peut-être une autre possibilité d'avancer en phénoménologie que de se situer à l'intérieur de ce champ. Ce que j'ai essayé de vous montrer, j'espère que j'ai été clair au moins sur ce point, c'est que si nous relions ces 4 points cardinaux par des lignes, ces lignes se croisent et se recoupent en un point précis qui est justement ce paragraphe 8 de l'esthétique transcendante. Et en quoi, à partir de ce point unique, ces phénoménologies se distinguent jusqu'à donner lieu à ces 4 paradigmes différents? Elles se distinguent en ceci que ces 4 paradigmes différents ne sont jamais que différentes manières, parfois contradictoires, de traiter cette duplicité kantienne de l'apparaître entre dévoiler et engendrer, faire apparaître et faire être. Alors la question qui se pose, en tout cas que je me pose moi dans mon propre travail, c'est la suivante. Si la phénoménologie se déchire sur le fond de cette duplicité inaugurale, ne conviendrait-il pas de remettre en question cette duplicité inaugurale et d'y déceler quelque chose comme un archidogme kantien dont peut-être on pourrait essayer de se débarrasser? Cet archidogme, qu'est-ce que c'est? C'est justement celui de la différence et plus encore de la mise en concurrence de 2 modalités de l'intuition, l'une originaire, l'autre dérivée, l'une dotée d'une puissance ontogénétique, de faire être ce qui apparaît, l'autre dotée de la simple prérogative de le recevoir, et pour ce faire, de déployer l'horizon de sa réception, qui éventuellement sera débordée par un événement. Or, de nouveau, la phénoménologie, à mon sens, n'était pas condamnée à mettre en scène cette concurrence entre le fini et l'infini. Elle n'était pas condamnée à transgresser, à tenter de transgresser les limites d'une expérience finie pour atteindre une expérience infinie. Elle n'était pas condamnée à s'installer dans l'infinitude d'une expérience dont nous pourrions participer, qui nous permettrait de l'éprouver par contre-coup comme nullité, etc. Elle n'était pas du tout destinée à faire ça, elle n'était pas condamnée à faire ça, parce que dès le début, l'a priori corrélationnelle nous disait que l'objectif était de neutraliser cette différence. Pourquoi est-ce que je distingue neutralisation de la différence du fini et de l'infini et tentative de dialectiser de mille manières le passage de l'un à l'autre? Cette neutralisation, j'ai pu indiquer, ou si je ne l'ai pas fait, j'aurais dû, qu'elle constitue à mes yeux l'esprit même de la phénoménologie, ou si l'on veut, son idée, l'idée de la phénoménologie, pour reprendre l'expression bien célèbre de Husserl. Mais j'ai également indiqué que dans la manière dont s'en saisissent Husserl comme Heidegger, en fait, il faudrait plutôt que j'insiste uniquement sur Husserl, parce que je n'ai pas développé Heidegger, c'est évidemment plus compliqué. Je crois que chez Husserl, elle n'a jamais touché que la différence du fini et de l'infini dans la connaissance. Husserl a effectivement tenté de neutraliser cette différence, mais uniquement sur un plan épistémique, et qu'elle n'a jamais touché ce qui, chez Kant, sépare d'abord et avant tout le fini de l'infini, à savoir l'opposition de la réceptivité et de la productivité. Alors toute la question serait de déterminer ce que serait une phénoménologie qui ferait réellement tout le travail, c'est-à-dire qui ferait réellement droit à cette deuxième neutralisation. Et évidemment le type de rapport, du coup, à Kant et au paragraphe 8 de l'esthétique transcendantale qu'elle se devrait de développer. Alors cette question, je ne vais pas essayer d'y répondre ici, mais je dirais simplement que, à mon sens, elle permettrait, enfin si on y répondait correctement, si on pouvait construire quelque chose là-dessus, elle permettrait enfin de couper court justement à cette dialectique du fini et de l'infini, qui, quel que soit l'infini qui est considéré, horizontal, actuel, réceptif, productif, etc., et quel que soit le support qu'on lui affuble, le monde, l'événement, la vie, la nature, etc., aura toujours consisté pour la phénoménologie à sortir de l'expérience ou à dépasser les conditions normales de l'expérience, ou pour le dire autrement, aura toujours constitué pour la phénoménologie un vecteur d'évasion hors des limites que lui assigne, à mon sens, et à mon avis au sens de Kant, notre condition humaine. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et bien sûr,